C'est simple. En ouvrant mon agence, j'ai employé 2 femmes car je savais qu'elles feraient 3 fois plus de travail pour 2 fois moins. Remarque entendue pendant mes études en France. Il n'y a pas de femmes chef de projet car quand elles tombent enceintes et ont des enfants, c'est un vrai problème, tu comprends. Elle était chef de projet, mais dès le départ, elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfants. Remarque entendue au travail en Suisse. En Suisse, une femme sur 3 est victime de harcèlement sexuel au travail. Et en moyenne, selon le Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes, à travail égal, elles gagnent environ 18% de moins que les hommes. La France n'a quant à elle rien à envier à la Confédération helvétique. 40% des femmes expriment avoir subi du harcèlement sexuel au travail et elles gagnent toujours moins que les hommes. Ces écarts salariales s'expliquent notamment par le fait que les femmes occupent plus souvent des postes à temps partiel. Cependant, à travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur de 14,9% en 2022 à celui des hommes, selon les dernières études de l'INSEE. Ces différences de salaire s'expliquent notamment par la répartition genrée des professions. Les femmes et les hommes n'occupent pas le même type d'emploi et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. De même, elles accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs. Autre caractéristique importante, les écarts de revenus salarial entre femmes et hommes sont encore plus marqués entre les parents au sein d'un couple cisgenre hétérosexuel. Les mères ont des temps de travail et des salaires en équivalent temps plein largement inférieurs aux pères, et les écarts croissent suivant le nombre d'enfants au sein de la famille. Autrement dit, plus la famille est composée d'enfants, plus le salaire de la femme par rapport à son temps de travail est bas. Ces conditions sont également alarmantes en Suisse, où il est, dans la majorité des cas, plus rentable et moins cher d'arrêter de travailler pour la femme plutôt que de devoir payer le prix exorbitant de la crèche pour un enfant. Très peu de femmes peuvent travailler à 100%. Pour les hommes, il est encore difficile de faire accepter à son employeur de réduire son temps de travail afin d'équilibrer les charges au sein d'un couple. Nous ne nous étalerons pas non plus sur certaines expressions allemandes, comme les Rabenmutter, mère corbeau, expression très négative, toujours utilisée en Allemagne, caractérisant les femmes voulant continuer à travailler suite à l'arrivée d'un bébé. Mais c'est donc un constat alarmant et toujours très stigmatisant qui sévit dans la majorité des pays européens. La condition de la femme reste encore et toujours liée à l'homme et ou au père des enfants. Le rapport au couple apparaît d'ailleurs très intéressant pour ces questions d'inégalité. La répartition du travail domestique au sein d'un couple reste toujours extrêmement inégale. Alors que les femmes effectuent toujours 3 heures de travail domestique de plus que les hommes par semaine. En additionnant le temps de travail professionnel au temps de travail domestique, les hommes travaillent 51 heures par semaine, dont 2 tiers de ce temps de travail est payé. Les femmes, quant à elles, travaillent 54 heures par semaine, dont 1 tiers de ce temps seulement est payé. En 1998, les écarts de patrimoine entre hommes et femmes au sein d'un couple étaient de 9%. En 2015, il est de 16%. La différence qui s'opère par rapport à aujourd'hui, c'est qu'en 1998, la majorité des couples étaient mariés. Et quand on est marié et qu'on ne va pas chez le notaire, on est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. C'est-à-dire que tout ce qui est acquis au sein du couple pendant le mariage appartient aux 2 membres du couple. L'ensemble appartient aux deux, même si le mari gagne plus et qu'il possède un compte privé. Cependant, depuis environ 20 ans, de plus en plus de gens ne se marient plus et on observe que les plus riches qui se marient passent très souvent chez le notaire afin de faire des contrats de séparation des biens pour séparer leur patrimoine. Ceci produit une individualisation du patrimoine désavantageant les femmes ayant moins de patrimoine. Les femmes sont les grandes perdantes de ce système. Mais point très positif tout de même, elles ne dépendent plus d'un mari pour vivre. Disons que la première bataille pour la liberté a été gagnée, mais maintenant il nous faut l'égalité. Une grande injustice au sein de la famille s'observe également lors des successions. En moyenne, lors d'une séparation ou d'un veuvage, les femmes perdent 25% de leur niveau de vie. De nombreuses femmes se retrouvent alors pauvres. Et lors d'un héritage, on ne va pas faire hériter la femme ou la sœur qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. On va plutôt faire hériter le fils qui pourra racheter la part des autres. Lors d'une séparation ou d'un divorce, les femmes vont plus se battre pour garder les enfants plutôt que les biens matériels. Les hommes ont un comportement inverse. Ceci provient surtout de la façon dont les femmes sont sociabilisées et apprennent toutes petites à prendre soin des autres, à être attentives à chacun. Voilà pourquoi les femmes sont les plus perdantes du système. Au-delà des inégalités liées au genre, les femmes meurent sous le prétexte d'être des femmes. Pauline Ferrari, journaliste indépendante, met en exergue dans son ouvrage Formée à la haine des femmes une étude de l'Academy of Western Australia datant de 2020. Entre 2014 et 2020, en Australie, les incels
Involuntary Celibate ont blessé 50 personnes et tué 58 personnes, à majorité des femmes. Ces chiffres sont de même hauteur que le nombre de victimes de l'islamisme sur cette même période. Le masculinisme tue et est un vrai sujet à interroger dans notre société. En France, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. En Suisse, toutes les 2 semaines, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. A priori, on pourrait penser que la Suisse est bien mieux lotie, mais pas du tout. Si l'on compare avec le nombre de population, soit plus de 68 millions en France et 8 millions en Suisse, les résultats sont identiques de chaque côté du lac Léman. Pour rappel, la jeunesse des masculinistes est de penser que les femmes veulent dominer les hommes. Cela a engendré de nombreux féminicides, assassinats de femmes pour la seule raison qu'elles sont des femmes. En 1989, attentat à l'école polytechnique de Montréal. Un homme est rentré dans une classe et a séparé les hommes et les femmes en 2 groupes. Il a tué de sang-froid 14 femmes en criant «Je hais les féministes». En 2014, Elliot Rogers a tué 6 personnes, principalement des femmes, devant une sororité aux États-Unis. Il avait d'ailleurs rétorqué sur une vidéo postée sur le net «Girls, I will destroy you». Ces exemples, non exhaustifs, montrent l'impasse dans laquelle la société se trouve. Le manque d'éducation, le sexisme ordinaire et le racisme dérivent vers ce genre de pratiques excessives et radicales. Récemment, sur TikTok, un média a posé la question suivante aux femmes. Si vous vous baladez en forêt, préféreriez-vous croiser un homme ou un ours? Résultat, l'écrasante majorité des femmes interrogées ont choisi l'ours. Parmi les arguments, on pouvait lire: l'ours ne peut que me laisser ou me tuer, alors qu'avec un homme, il y a une infinité de possibilités. Si je raconte qu'un ours m'a attaqué, on me croira, alors qu'un homme non. Si je survis, je ne risque pas de le croiser en ville. Personne ne me dira que l'ours m'a attaqué pour ma façon de m'habiller. Autant de réponses montrant la culture du viol et le non-respect de la société sur le corps des femmes. Selon l'ONU, une femme sur 3 a subi au moins une agression sexuelle ou physique de la part d'un partenaire intime ou de la violence sexuelle dans le couple ou les deux. Ce chiffre prend en compte les femmes à partir de l'âge de 15 ans et pendant toute la durée de leur vie. Petit aparté intéressant, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, me direz-vous, mais la majorité des agresseurs sont des hommes. En France, 97% des personnes incarcérées sont des hommes, contre seulement 3% de femmes. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent le problème du doigt. Cette question, à choisir entre l'homme ou l'ours, met malheureusement en exergue la culture du viol bien inscrite dans notre société. Nous pouvons prendre en exemple l'affaire Mazan, presque 100 faits de viol avec 83 violeurs potentiels dont la victime avait été sédatée, inconsciente, par son propre mari. 51 hommes sont jugés. Pas un seul n'a alerté la police. Pas un seul a refusé le rapport. Le mari a donné le consentement pour sa femme inconsciente. Imaginez-vous votre femme, votre fille, votre cousine à la place de la victime. Comment réagiriez-vous face à cela? Auriez-vous prévenu la police? Nous pouvons nous interroger au vu de la gravité de cette affaire. D'ailleurs, malgré le discours continuel du Rassemblement national accusant constamment les étrangers, les violeurs, dans ce cas-là, sont bien tous français, comprenant un militaire, un policier, un sapeur-pompier, etc. Lors de dépôts de plainte pour agression sexuelle et ou viol avec preuve, dans 80% des cas, les dossiers sont classés sans suite. De même, 80% des femmes victimes de féminicide avaient porté plainte avant leur meurtre et leur dossier avait été classé sans suite. À la fin, ce n'est qu'un petit pourcent des viols qui finissent réellement par une condamnation. Les femmes ne sont pas des objets. Malheureusement, la justice ne condamne pas ces délits à leur valeur. Face à une vie détruite, les condamnations sont souvent légères, et ceci quand elles ont lieu. Si les dépôts de plainte étaient réellement toutes prises en compte, cela modifierait certains comportements. Mais si l'on sait qu'au fond, on peut violer et agresser sans problème de justice, pourquoi s'en priver? Une des aberrations du système sont certaines questions posées aux victimes lors du dépôt de plainte et même plus tard pendant le jugement. Une des questions obligatoires quand une femme va porter plainte pour viol est de savoir ce qu'elle portait. Cette question rend la victime coupable. Si elle portait une jupe, la sentence tombe. C'est de sa faute, car une jupe, c'est trop aguicheur. Plutôt que de dire aux femmes et aux petites filles de faire attention à ce qu'elles portent, de ne pas rentrer trop tard, de ne pas parler à des inconnus, on pourrait aussi apprendre aux hommes et aux petits garçons de ne pas violer, par exemple. Si l'on place la question de ce que la victime porte dans un autre référentiel, admettons pour le vol d'un sac à main,
La question «Comment était votre sac à main?» «Ah, petit et jaune. C'est aguicheur. Ça donne envie de le voler.» Cela paraît risible. Et pourtant, remettre la faute sur la victime de par sa tenue est accepté pour un viol dans notre société. La culture du viol est également surreprésentée dans les films et séries. Pour exemple, les James Bond avec Sean Connery, où la femme se débat et finalement se laisse faire sous la contrainte. Bref, la liste est longue. Cependant, un exemple marquant apparaît être la série française à succès Maggie, diffusée sur Antenne 2 entre 1985 et 1994. 8 ans d'existence, 333 épisodes avec 7 millions de téléspectateurs à chaque dimanche soir. C'est l'histoire d'une femme bourgeoise à qui il arrive plein d'aventures. Dans un épisode de 1986, elle se fait violer dans le jardin et elle est contente. De faux rires enregistrés sont placés à l'arrière et le tout est tiré au ridicule. Au fur et à mesure de l'épisode, tout est minimisé. On apprend que son violeur est un homme du quartier, qui a violé toutes les femmes du quartier. Et les acteurs rigolent à la caméra. C'est accepté car, selon Maggie, il est amoureux d'elle. Elle dira même: c'était pas une agression, mais une séduction. Dans cet épisode, il y a tout. On lui fait une remarque sur sa tenue, l'heure à laquelle elle est allée arroser les plantes, et j'en passe. L'aide ménagère lui dit même: prenez un autre cognac, Madame Maggie. Il n'y a rien de mieux quand on a été violé. Et tout le monde rigole. L'épisode se termine sur une chamaillerie entre Maggie et l'aide ménagère, qui veulent toutes les deux aller arroser les plantes, soi-disant être violées dans le jardin. De par cet exemple, il faut bien comprendre que ce n'est pas si loin. Les personnes ayant connu cette série à la télévision ont grandi avec ce genre d'image, et c'était normal. C'est d'ailleurs aussi pour ça que certaines femmes, plutôt âgées, apparaissent très réticentes par rapport à des mouvements comme MeToo ou Balance ton porc, car elles se disent qu'elles ont fait avec, elles se sont construites avec, donc bon, on va pas en faire tout un plat. Cependant, il est primordial de continuer à dénoncer ces injustices, le féminisme et l'égalité entre les genres. Peut-être que certains me diront ou écriront Not all men, que tous les hommes ne sont pas des violeurs. Certes, mais tous les violeurs sont des hommes. L'égalité entre les genres permet réellement d'améliorer la qualité de vie de chacun. En France, si les femmes et les hommes étaient payés à travail égal, salaire égal, cela générerait suffisamment de cotisations pour que tout le monde parte à la retraite à 60 ans. Nous devons construire un monde plus égalitaire pour l'équilibre de notre société et le bien-être des futures générations de petits garçons et de petites filles.